notamment toujours avec le frelon vert. Eh bien déjà dans le film La valse des truands, avec James Garner qui a été réalisé en 1969, qui est sorti en octobre ou septembre 1969, soit un mois ou deux après la mort de supposée Sharon Tate. Eh bien, James Garner, au contact d'une femme blonde, il dit ah, je l'ai déjà vu quelque part. Et le fait est que James Garner, il a joué avec Sharon Tate au milieu des années 60. Ensuite, j'ai remarqué aussi que Sharon Tate a joué dans un feuilleton qui s'appelle Beverly Hills, un nom avec Beverly Hills. Eh bien, Erika Aleniak joue dans un feuilleton qui s'appelle également Beverly Hills. Ensuite, euh, le dessin du frelon vert, il a des yeux qui ont une forme avec un espèce de, de coupure ou comme un morceau de fromage qui a été enlevé, je ne sais pas comment décrire la chose. Eh bien, le démon qui s'empare de Mia Farrow dans Rosemary Baby, il a un peu ses yeux. Il est possible que le personnage qui joue ce démon, il est possible que ce soit Bruce Lee lui-même, puisque à la fin, lorsque, lorsque Mia Farrow elle voit le bébé, elle est horrifiée de voir ses yeux. Donc peut-être que c'est parce qu'il a des yeux bridés au lieu d'avoir des yeux d'Européens. Bon, mais ça c'est juste une supposition. Et donc, toujours dans le, le feuilleton, le frelon vert, eh bien la voiture elle s'appelle Belle Berthe, Black Beauty, Black Beauty. Et bien sûr, Belle Berthe, c'est B et B. Donc ça renvoie à Rosemary Baby, le bébé de Rosemary, qui sont peut-être liés avec la ligne des Kennedy, c'est pas impossible. Et ça renvoie au bébé de Kill Bill, qui serait donc Erika Eleniak, en sachant que Mia Farrow, elle représenterait Sharon Tate. Et j'en avais déduit que toutes ces mises en scène, elles pouvaient supposer que Erika Eleniak descendait d'une grande lignée et éventuellement descendait de David. Et bien, ça n'a pas loupé. Mes recherches, elles m'ont amené vers un certain nombre de choses. La première, elle m'a ramené vers une peintre qui s'appelle Berthe Marie-Pauline Morisseau. Donc Berthe de la voiture du frelon vert, Marie, Sharon, Marie Tate, Pauline Morisseau, Anne Maurice. Anne Maurice, c'est celle qui joue dans le personnage du jeu de la mort. Donc on suppose que cette personne est liée à, à Sharon Tate, d'autant plus que, bon mais ça, elle est française, d'autant plus que euh, elle est, elle est partisane de l'art avant-gardiste, donc c'est un art antichrétien, et sa fille s'appelle Julie Manet, et elle a des portraits d'elle en noir, Black Beauty. Donc ici on est sur une piste. Mais en vérité, il y a d'autres pistes. Il y a beaucoup d'autres pistes. Notamment, il y a la piste de Berthe de Bourgogne. Ici on a le B et le B. Berthe de Bretagne. On a aussi le B et le B. Et euh, on a Berthe d'Aragon, qui est la reine d'Aragon. Et elle a eu un enfant, Pierre qui est euh, mort un 27 septembre. Bon, c'est pas grave, c'est juste le jour de naissance d'Erika, mais ça peut être une coïncidence. En tout cas, ici, nous avons une lignée royale qui nous ramène à Guillaume, dit le bâtard, conquérant, le conquérant. Et il y a toute une panoplie d'individus qui tournent autour de Guillaume, notamment Arlette de Falaise, sa mère, qui est Erliva, Erlève, Erlève, Erlotte. Donc, elle est la femme du Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant. Nous avons ici une lignée royale
Ensuite, je vais essayer de dire pêle-mêle. Autour de Guillaume de Conquérant, il y a Roger II de Montgomery. Et l'un des personnages du film Le Boulevard de la Mort s'appelle Montgomery Lee. Donc on peut supposer que nous avons trouvé ici l'ascendance de Mohamed Ali. Donc Roger II de Montgomery. Il y a aussi Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume. Pêle-mêle, il y a Baudouin V de Flandre, Judith de Bavière, donc qui est beaucoup plus tôt. Bien sûr, beaucoup parmi eux, je l'ai montré dans un article par le passé, sont des crypto-juifs, notamment Thierry Ier d'Autun. Il y avait aussi une Berthe de Blois. Donc il y a Robert Ier de Normandie. Il y a un Roger de Beaumont, l'un des personnages de Tarantino dans Jackie Brown. Il s'appelle Beaumont. Après, bon, bien sûr, il y a Conan, il y a aussi, mais ça c'est pour la lignée écossaise. Il y a aussi Malcolm, c'est aussi la lignée écossaise, on pourra le voir à l'occasion. Donc il y a Roger de Montgomery, il y a Henri Ier, roi des Francs, qui est lié avec cette dynastie. Donc ici, nous sommes remontés au Henry King. Donc ici, on a un lien avec le King Ranch. Et donc on a Anne de Kiev. Et voilà, il est possible que nous avons remonté très haut dans l'ascendance des, de Sharon Tate et de Mohamed Ali, pardon. C'est pas, de toute façon, à Mohamed Ali, ça ne va pas être très différent, et de Bruce Lee. Et il faut savoir que à partir de Judith de Bavière, bien sûr, il faudra faire des recherches, et Thierry d'Autun, eh bien, ces deux lignées sont supposées remonter à des lignées perses. J'en avais parlé dans un article, donc par l'intermédiaire des Capétiens. Et ces lignées perses remonteraient au roi David. Donc quand je supposais que Erika Eleniak devait descendre d'une lignée davidienne, je n'étais pas très loin. Il est même possible que j'ai tapé dans le mille. Pour ce qui est de Arlette de Falaise, eh bien l'un des personnages de Boulevard de la Mort s'appelle Arlène. Donc Arlène est liée à Arlette. Et il est intéressant que Berthe signifie rayonnant, prestigieux, illustre, et son pendant masculin est Karl. Et bien sûr, l'un des personnages du jeu de la mort s'appelle Karl Miller. Il est possible que Miller aussi renvoie à Paula Miller, la femme de Lee Strasberg, chez qui a étudié Sharon Tate le théâtre. J'ai trouvé un nouvel élément sur Bruce Lee. Donc le monstre qui viole Mia Farrow, donc qui représente Sharon Tate, eh bien c'est un dragon. Ses doigts, ils ont 5 pattes. Pardon, sa patte, elle a 5 doigts avec des griffes. Et on a l'impression qu'il a les yeux bridés. Et ses yeux, ils ressemblent, comme je l'ai dit, à ceux du frelon dans Frelon vert. Eh bien, il faut savoir que le Chen Long, ou Chen Lung, littéralement le dragon spirituel, ce dragon ailé aux écailles d'azur fait tomber la pluie en marchant sur les nuages et fertilise de ce fait la terre. Cependant, le vent et la pluie dont il est responsable peuvent aussi être source de catastrophes, raison pour laquelle on les craignait tout autant qu'on les vénérait. C'était aussi le symbole impérial. Bruce Lee a du sang impérial. Seul l'empereur était autorisé à arborer le dragon à 5 griffes, entre autres sur ses vêtements de cérémonie. Et dans ses films, en commençant par le film The Kid, donc dans les années 50, c'est un de ses premiers films, il s'appelle Qin Shung. Bruce Lee est crédité par première fois sous le nom de Lee Seung Lung, le petit dragon Lee. En 71, The Big Boss. Pourquoi The Big Boss? Ça n'a rien à voir avec le film. Il s'appelle Tang Shan Daxiong. Pardon. Il s'appelle Sheng Shao An. Donc Sheng, ça ressemble à Shen Lung. Dans l'affaire de vaincre, il s'appelle Chen Zen. Ici, on a Shen qui ressemble à Shen. Dans l'affaire au dragon, il s'appelle Tang Long, donc dragon. On a trouvé
Bruce Lee, c'est un dragon, donc il vient d'une haute lignée, d'une grande lignée. Lee, son nom, qui veut dire roi, lion. Donc il vient d'une haute lignée. Et bien sûr, sa lignée provient de la pairie anglaise. Alors, c'est Ray Clénor qui joue le diable dans Rosemary Baby. Mais de toute façon, il joue le rôle de Bruce Lee, ça je l'ai démontré. Il n'y a plus le moindre doute possible sur la chose. Et on peut même dire, peut-être c'est un peu tiré par les cheveux, on peut même dire qu'il ressemble à Bruce Lee. Alors j'ai trouvé de nouveaux éléments qui lient Bruce Lee ou qui met en lumière la généalogie de Bruce Lee, Sharon Tate et Erika Eleniak, euh, notamment par l'intermédiaire de la belle Berthe, le Black Beauty, de la voiture du frelon vert, qui nous a fait remonter à Guillaume de Conquérant. Je vais apporter de nouveaux éléments, mais avant cela, donc belle Berthe, c'est les initiales bébé qui reviennent au fameux bébé de Kill Bill et de Rosemary Baby et du jeu de la mort. Et l'autre nom, Black Beauty, donc il y a aussi les initiales. J'avais supposé que Belle Berthe, elle renvoyait à Bert Morrison, donc du mouvement avant-gardiste. Bien sûr, ce sont des fantômes au service de l'aide financière, afin que dans le domaine de l'art, on détache les citoyens du monde des valeurs anciennes de l'aristocratie ancienne. Donc on va procéder à ce détachement des valeurs anciennes dans tous les domaines, et notamment dans le domaine du sport de haut niveau et du karaté. Donc Bruce Lee sera cet instrument. Et il y a aussi un personnage de fiction des voleurs du cygne qui s'appelle Béatrice de Clerval. Donc j'avais fait ce lien en pensant que c'était Béatrix Kiddo. Et il est possible que ce lien il soit lointain, mais je ramène aujourd'hui d'autres éléments, notamment à une revue, toujours dans le domaine de la contre-culture, qui s'appelait dans les années 60 Bantam Books, et qui est liée à un domaine littéraire qu'on appelait le pulp, donc le pulp fiction de Tarantino. Donc Tarantino, il est en train de faire référence à la contre-culture, donc antichrétienne, qui use de méthodes d'ingénierie sociale et qu'elle mêle à son messianisme afin de maintenir sous contrôle les masses. Je développerai peut-être ce thème à l'avenir. Mais restons avec Bébé. Dans la version originale de Jeu de la mort, il y a, ça peut paraître entièrement anecdotique, mais je le dis, il y a Karim Abdul-Jabbar qui s'adresse à Bruce Lee, pardon, Bruce Lee qui lui dit « Je n'ai pas peur de la mort ». Donc la scène est en 72, quelques mois avant la mort supposée de Mohamed Ali, pardon, je fais ce lien, c'est un lapsus, de Bruce Lee. Bruce Lee lui répond Je n'ai pas peur de la mort. Enfin, Bruce Lee dit à Karim Abdul-Jabbar Je n'ai pas peur de la mort. Et Karim Abdul-Jabbar lui dit Vas-y, mon bébé, ma baby. Est-ce que c'est approprié ici? Est-ce que c'est un langage de rue afro-américaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a peut-être une allusion subliminale à Rosemary Baby. En tout cas, nos recherches nous ont ramené vers un art, le magazine Black Belt. Donc on est en plein dans la domination du Black Beauty, BB, Black Belt. D'ailleurs, dans Kill Bill, Béatrix a pour pseudonyme Black Mamba. Et comme Black Mamba ne renvoie pas aux initiales BB, j'ai dit c'est certainement ici une inversion. Mamba, malheureusement, c'est aussi enfantin que cela. Hein. Et c'est ce qui m'a ramené vers les Bantam Books, donc qui est lié à la contre-culture.
Et ici, le Black Belt, il nous renvoie à un personnage mystérieux qui est George Dillman. C'est un instructeur d'arts martiaux américain qui a étudié, ou qui a en tout cas qui a pratiqué à Okinawa, allusion flagrante à Kill Bill, et qui était étroitement lié à deux grands personnages qui maintenant il devient de plus en plus clair, qui sont liés à la contre-culture, et que sont Mohamed Ali et Bruce Lee. Non seulement il est lié à Mohamed Ali et Bruce Lee, mais euh, par son intermédiaire, on comprend qu'il y a un lien fort entre Mohamed Ali et Bruce Lee, et d'ailleurs il y a eu des rencontres entre les deux. Je vais peut-être en parler plus précisément à l'avenir. En tout cas, euh, on nous a vendu que Bruce Lee avait ramené un nouvel art martiaux, qu'il allait à l'encontre de la tradition. J'ai plutôt l'impression que c'est les services secrets américains qui se sont employés à créer un nouvel art en combinaison d'arts multiples. Donc ils ont eu le génie de combiner plusieurs arts à la fois. Ils ont ramené des grands maîtres d'arts martiaux de tous les pays. Ils ont les moyens. Ils sont financés par l'élite financière. Et l'un des buts principaux a été bien sûr de se détacher du monde ancien, de l'aristocratie ancienne, des codes anciens, de l'usage ancien, des traditions anciennes. Et cette technique a été appliquée bien sûr à la Chine, puisque la Chine est également sous les mains de l'élite financière. Et ce point, il me ramène, mais je n'aimerais pas le développer pour ne pas trop me disperser, il me ramène vers les 55 jours de Pékin, car j'ai l'impression étrange que ce film, il est lié avec Bruce Lee, bien qu'il soit de 1963, alors que Le Frelon Vert est de 1966. Mais j'ai la grosse impression que ce film, il sert à introduire la légende de Bruce Lee. Il est intéressant que ce George Dillman, eh bien, il a popularisé l'utilisation des points de pression, également connus sous le nom de Kyushu Jitsu. Donc on nous a fait passer Mohamed Ali comme l'inventeur d'un art nouveau, le Jujitsu, ou en tout cas l'art qui était propre à Mohamed Ali. C'est possible que bien sûr il a une grande part dans la chose, mais qu'autour il y a toute une organisation, notamment la présence de ce certain George Dillman. Et d'ailleurs, il a montré dans certaines démonstrations qu'il pouvait mettre KO sans toucher l'adversaire. Et ici, l'utilisation des points de pression, ça fait allusion bien sûr à Kill Bill et la façon dont David Carradine il mord, ou Bill il mord, donc avec l'utilisation de ces points de pression. Et il est intéressant, donc ici nous avons un lien avec la métaphysique. Il est intéressant qu'il met KO sans toucher la personne. Et il est dit également que Mohamed Ali, et de toute façon les sportifs de haut niveau de façon générale, ils pratiquent à l'hypnose. C'est peut-être ce qui explique la raison pour laquelle Mohamed Ali n'a jamais eu le nez cassé, qu'il surpassait ses adversaires. Et c'est aussi la raison pour laquelle les grands élèves de Bruce Lee sont devenus des grands champions dans leurs différentes disciplines. Et, certains d'entre eux sont même multi-champions du monde. Je pense à Bob Well et à Chuck Norris. Donc c'est tout un programme qui a été mis en place par la CIA et bien sûr qui écroule toutes nos illusions. Bien sûr, il est fort à parier qu'il y a un lien fort avec le programme MK Ultra. D'ailleurs, dans la version originale de 1972 des Jeux de la Mort, il y a énormément de messages subliminaux. J'en ai cité un par le passé avec la tenue d'abeille et la canne de bambou verte qui fait probablement allusion, notamment, mais peut-être pas seulement, au dard d'abeille. Il y a aussi le trône de Dan Inosanto qui est en peau de tigre. C'est peut-être lié au programme MK Ultra. Ensuite, lorsqu'il monte au-dessus et qu'il tombe sur le spécialiste du
du judo, donc le judoka, qui est aussi un champion du monde. Et d'ailleurs, il est intéressant que dans ce film, l'histoire originale, elle montre qu'il y a un syncrétisme entre tous les arts martiaux des mondes anciens pour créer un nouvel art martial. Donc c'est la synthèse dont je parlais pour le nouvel ordre mondial, et qui consiste à se détacher des poids des traditions anciennes et de créer un art nouveau ou une philosophie nouvelle qui est fortement liée avec le développement personnel. Je vais en parler aussi à l'avenir. Et donc, Mohamed Ali, de son côté, et, euh, et Bruce Lee en étaient les pionniers. Ils en sont des missionnaires. Et d'ailleurs, on voit que chacun de son côté, ils ont, euh, euh, ils ont innové, ils ont apporté des choses, on va dire, hors du commun, qu'ils étaient comme des avant-gardistes, qui ne répondaient pas aux normes ambiantes. Et c'est ce qui a fait d'eux, bien sûr, des personnages extraordinaires. Donc on ne leur enlève pas leur talent. Le fait est qu'ils faisaient partie d'un programme plus vaste qui a consisté à se détacher du monde ancien. Donc je l'expliquais. Et lorsqu'il arrive au niveau de ce judo, il met en avant une lumière, enfin il met en avant, il éclaire un spot rouge. C'est certainement lié au programme MK Ultra. Le film se passe en Corée du Sud, où il y a une grande statue de Bouddha. Donc ici, on est en pleine propagande antichrétienne, et malheureusement, beaucoup ont mordu à l'hameçon. Et même son passage en Chine, il était programmé. C'était pour préparer la scène de son retour aux États-Unis, mais aussi c'était pour mieux pervertir la Chine et la faire intégrer dans les plans, en sachant qu'elle est déjà soumise, mais la faire intégrer de façon euh, plus investie, je ne sais pas si ça se dit, dans les plans de l'élite financière. Et donc, parenthèse fermée, je reviens aux 55 jours de Pékin. Et donc, avant de m'intéresser aux 55 jours de Pékin, je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas trop me disperser, parce que là aussi, il y a énormément d'énigmes, mais je n'aimerais pas les éluder. Je m'en tiens à Erika Alignac, Bruce Lee et Sharon Tate, et aussi Mohamed Ali. Et de toute façon, ici, il y a des pistes de réflexion. Lorsque on vient de me faire la réflexion, lorsque Karim Abdul-Jabbar dit à Bruce Lee, il dit Come on baby, il fait certainement allusion au titre de rock'n'roll en vogue à l'époque, donc qui contribue à la contre-culture. Et donc pour revenir aux 55 jours de Pékin, ce film il me donne l'impression d'être lié à Bruce Lee, ou s'il n'est pas lié à Bruce Lee, il est lié à un autre personnage qui lui est lié à la pairie anglaise. Je vais en faire la démonstration. Déjà, il y a le père Béarn. L'un des personnages du film se nomme le père Béarn. Béarn fait probablement allusion au Béarn, la région de Béarn dans le sud de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques, qui avait fait son allégeance à l'Angleterre. Donc elle a été déchirée entre la France et l'Angleterre, notamment sous le règne de Guillaume de Conquérant. Donc ici, on a le point commun avec Bruce Lee. Et ils ont épousé le protestantisme. Je soupçonne forcément que c'est un repère de crypto-juifs. D'ailleurs, après les persécutions, de nombreux Béarnais sont installés en Amérique du Sud, où se trouve une communauté, on va dire, forte de crypto-juifs. Donc voici pour un premier lien avec Mohamed Ali. Ensuite, il y a dans ce film une actrice qui s'appelle Lin Soo-moon, qui s'appelle Teresa. Lin Soo-moon, c'est la fille adoptive, puisqu'elle est orpheline, d'un soldat américain, et qu'à la fin du film, le fantôme Charlton Heston, il la prend avec lui, donc il laisse entendre qu'il va la ramener aux États-Unis. Son père adoptif, lui, était originaire de Chicago. Pour Charlton Heston, on ne sait pas.
Est-ce que c'est San Francisco, la ville de Bruce Lee, je ne sais pas. En tout cas, cette actrice, Lee Soo-moon, elle est sino-anglaise. Donc il est possible qu'elle fasse partie de la période anglaise. On ne sait pas beaucoup de choses sur sa vie. On connaît simplement sa participation dans des films lorsqu'elle était enfant. Et c'est là où je dis que je ne veux pas me disperser, je ne voudrais pas faire plus de recherches sur elle. Mais la voie est ouverte pour d'autres. Et en tout cas, cette Lee Soo-moon, elle renvoie de façon subliminale à l'impératrice. À la fin du film, on voit que donc l'empire, grâce aux boxers, ça j'en ai parlé par le passé, l'empire chinois, l'empire Han, il tombe. Donc on voit bien aussi que dans le Fureur du Dragon, le docteur Han, il incarne cet empire. Il incarne cet empire. Et on voit à la fin l'impératrice habillée comme une paysanne, ou comme un citoyen lambda, donc un peu comme cette fameuse Teresa. Et elle marche sur le sol de son palais, où il y a un dragon. Donc dragon, c'est un message subliminal à la royauté. Donc est-ce que ça introduit Bruce Lee? En tout cas, le message peut nous dire deux choses. Soit qu'elle introduit Bruce Lee, soit que cette fameuse Lee Soo-moon est liée à la période anglaise. En tout cas, dans les deux cas, là, une chose est sûre, c'est que la Chine, elle passe entièrement entre les mains de l'élite financière. Et ce sont des éléments que l'on connaît grâce aux messages subliminaux qui sont parsemés dans le cinéma et ou qui échappent souvent à la dissidence, qui s'attardent sur les éléments que leur mettent entre les mains, on va dire les éléments factuels que leur mettent entre les mains l'oligarchie et qui parfois les induit en erreur. Et donc, dans les 55 jours de Pékin, il y a Eva Gardner. Donc Eva Gardner, je ne sais pas quel lien il y a avec James Garner, qui lui était proche de Mohamed Ali. Alors, il a tourné un film avec lui dans lequel il fait une allusion à Sharon Tate, je l'ai dit. Et Eva Gardner, elle joue le rôle d'une comtesse russe, donc il est possible qu'elle-même elle fasse partie de la pairie russe. Souvent, on nous présente dans les pages Wikipédia une personne ayant eu une jeunesse pauvre et ensuite, par un coup du destin et par hasard, elle a rencontré une personne liée au monde d'Hollywood. Elle lui a fait faire des essais. Donc tout ça, bien sûr, ce sont des canulars. La vérité, elle est tout autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il y a un lien à faire entre Ava Gardner, bien sûr, le lien que je vais faire là, il est lointain, ça peut éventuellement déstabiliser, et Mary-Elizabeth Winstead. Mary-Elizabeth Winstead, elle joue dans le Boulevard de la Mort. Donc c'est elle qui joue le rôle de Lee Montgomery. On a dit que Montgomery c'était lié à Guillaume le Conquérant, lié à Bruce Lee, donc pour dire que Bruce Lee est lié à Guillaume le Conquérant. Mais il est possible qu'elle-même, Mary-Elizabeth Winstead, elle fait partie de cette pairie. Déjà, on ne le dit pas dans sa biographie sur Wikipédia, elle est très pauvre. Déjà, elle ressemble à une sino-américaine. Et on nous dit en filigrane qu'elle est liée à Eva Gardner. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien entre cette Mary-Elizabeth Winstead et Lee Soo-moon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un gros signal sur cette Mary-Elizabeth Winstead. D'ailleurs, on voit qu'on cherche absolument à la mettre en vedette. On la met dans des films, on dit oui, le film était moyen, mais Mary-Elizabeth était excellente. Donc on voit qu'on cherche à la mettre en avant. Est-ce qu'elle-même, elle fait partie d'une lignée royale? En tout cas, dans Bruce Lee, pardon, le boulevard de la mort, elle est dans une voiture avec, je l'explique avec ses copines. Tous les éléments de la voiture montrent qu'il y a un lien avec Bruce Lee. Il y a même la plaque d'immatriculation où c'est écrit Brand X, Brand, donc c'est Brandon. Et donc, elle est liée à Bruce Lee. Est-ce qu'elle est liée? Elle est née en 1984. Je ne veux pas spéculer et je ne veux pas me disperser non plus pour ne pas perdre en crédibilité, mais dans Rosemary Baby, Mia Farrow dit qu'elle voulait avoir plusieurs enfants. Elle dit je veux 4 enfants.
Donc on en a un, c'est Erika Eleniak, mais où sont les autres? Et d'ailleurs, Erika Eleniak elle-même, on ne connaît rien sur sa descendance. Puisque maintenant, on essaie de façon quasiment sûre, et je vais en donner d'autres éléments. Donc on ne connaît rien sur la descendance de Erika Eleniak. On en saura peut-être bientôt, peut-être en 2023, lorsque Tarantino fera son dernier film, son 10e et dernier film, où il nous annoncera certainement, ou en tout cas de façon subliminale, mais maintenant il devient facile de décrypter ces films avec une facilité déconcertante, eh bien, on n'aura plus d'indications sur cette lignée, probablement, mais elle est peut-être liée à cette fameuse en 1984 avec cette fameuse Marie-Elisabeth Winstead qui aurait pu être la fille de Sharon Tate. Sharon Tate, à cet âge-là, à cette année-là, est supposée avoir aux alentours de la quarantaine. Mais je ne veux pas me disperser sur cette piste. Je veux rester sur les choses concrètes. En tout cas, ici, on a un tableau intéressant autour de ce personnage. Et pour revenir à Erika Eleniak, dont la descendance est cachée, il faut savoir qu'elle est versée dans l'occultisme selon ses propres propos. Donc ce n'est pas du complotisme. Et d'ailleurs, au même titre que sa mère, et c'est le jeu de la mort qui nous l'apprend, puisqu'il parle d'une date du 22 juillet, donc 22 juillet 1969, ou en tout cas dans ces périodes-là, où Sharon Tate s'est rendue en Angleterre avec son mari, mais peut-être pas en 69. Donc ici, il y a peut-être une chose à... Ici, il y a un dysfonctionnement dans le raisonnement. C'est en 68. D'ailleurs, il est fait allusion à ce voyage dans Il était une fois à Hollywood, où à Southampton, elle a parfait son art de la sorcellerie. Donc elle a perfectionné l'art de la sorcellerie, donc c'est devenu une sorcière confirmée en 1969. D'ailleurs, c'est lié avec Montgomery, l'actrice de Ma sœur bien-aimée, en 66-67. Et Montgomery, bien sûr, qui est utilisé qui est un des noms des personnages de Quentin Tarantino. Ici, Montgomery Lee, donc à la fois elle renvoie à la Perry écossaise, ou en tout cas Perry anglaise, pardon, auteur de Guillaume de Conquérant, et à cette actrice. Et donc voilà, ici il y a un nouveau point à éluder, c'est que si Erika Eleniak, comme nous allons le démontrer, elle est une descendante de la lignée de David, la chose de savoir c'est est-ce qu'elle est la seule. Ensuite, la seconde chose, c'est que eux, leur ambition, c'est d'avoir un héritier mâle, et en l'occurrence, elle, c'est une femme. Donc, est-ce un échec? Et le dernier point, donc, qui est lié à celui-ci, c'est que est-ce qu'elle-même, est-ce qu'elle a une descendance davidienne qui serait actuellement cachée ou qu'on nous annoncerait prochainement? Voilà. En tout cas, il prépare le terrain énormément à l'avènement de leur nouveau Messie, de leur Messie. D'ailleurs, on le voit avec deux films récents. L'un, c'est The King of Outlaw. Bien sûr, c'est lié à William Wallace, le crypto-juif du fameux Braveheart. Donc, qui a certainement un lien avec Mel Gibson. Je sais, ça peut paraître absurde, mais Hollywood fonctionne de cette façon. En tout cas, l'élite financière fonctionne de cette façon. Et le nouveau, un autre film, à peu près dans ces années-là, de 2019-2020, qui s'appelle Bruce, ou Robert the Bruce. Robert the Bruce. Et là, bien sûr, on a des indices flagrants, en sachant que l'histoire officielle nous donne très peu d'indices sur ces personnages, sur l'histoire de l'Écosse, très peu d'indices. On ne nous dira pas que l'Écosse, elle était, on va pas dire contaminée ou infiltrée ou envahie, mais en tout cas, il y avait une forte présence de crypto-juifs en Écosse, et ça, on nous le dit très peu, ou voire pas du tout. En tout cas, c'est un tabou. L'histoire officielle, elle veille à nettoyer cette réalité, et
Et donc, cette réalité, elle est entre les mains de l'élite financière, qui la connaissent sur le bout des doigts, et ils nous donnent des indices avec parcimonie. Il suffit simplement de les attraper, de les décrypter, et ensuite de les tenir fortement, puisque grâce à ces indices, quand bien même il y aurait des diversions, quand bien même il serait mélangé à beaucoup de mensonges, eh bien, ces indices, ils vous donnent la vraie version de l'histoire, à condition que vous puissiez les décrypter. Donc nous avons vu par le passé que Patty Duke, la mystérieuse Patty Duke, j'ai parlé d'elle, je n'en reviendrai pas sur elle, à la fin dans le film, qu'est-il arrivé au bébé de Rosemary Baby? Qu'est-il arrivé au bébé de Rosemary Baby? Donc ici forcément on parle de Erika Eleniak. C'est la suite du film, sauf qu'ici c'est un téléfilm, et bien sûr elle reprend les éléments qui ont été mis en place dans le roman, donc qui a inspiré le film. Bon, bien sûr il faut s'imaginer que le roman a été écrit par un fantôme. Et comment s'appelle le fameux élu du film Rosemary Baby? On dit donc que dans l'original c'est Bruce Lee, l'image de dragon, donc le dragon c'est un empereur, c'est un signe royal. Et bien sûr Mia Farrow, j'ai expliqué, elle renvoie à Sharon Tate. Comment s'appelle le fameux élu? Il s'appelle Adrian. Adrian. D'ailleurs, ce sont des choses qui nous avaient terrifiés lorsqu'on était enfant, en regardant ce film. Eh bien, Adrien, il renvoie forcément à l'empereur Adrien. Et l'empereur Adrien, il est lié à la lignée de David par deux biais. Le premier, c'est qu'il a maté une rébellion en Judée, donc après l'avènement du Christ. Jésus avait prévenu qu'il fallait se méfier des faux prophètes, en l'occurrence, dès sa mort, ou pardon, dès son élévation au ciel, ce n'est pas un lapsus, dès son élévation au ciel, eh bien, il y a eu des insurrections dans le royaume de Judée, en tout cas dans l'ancien royaume de Judée, à Jérusalem. Et bien sûr, on dispose de très peu d'informations sur ce qui est réellement passé en Judée entre les années 132 et 136. Il semble cependant que le projet d'Adrien, qui voulait édifier une ville grecque à l'emplacement de Jérusalem, fut à l'origine du soulèvement. Donc là, je lis un lien. Ce mouvement insurrectionnel aurait pris naissance au sein des communautés esséniennes. Donc j'ai déjà parlé des mouvements esséniens auxquels fait allusion, bien sûr, la guerre des étoiles. Donc on voit bien on devine que dans le mouvement essénien, eh bien, il y a ce secret de la lignée de David, de la communauté essénienne de la mer Morte, où un certain Rabbi Akiba et un nommé Simon Bar Kochba, bien sûr je dois certainement écorcher leur nom, se seraient associés pour bouter les Romains hors de Terre Sainte. Ce Bar Kochba revendiquait le trône d'Israël au nom de son appartenance réelle ou supposée à la lignée de David. Réelle ou supposée, ce n'est pas mon propos. Son nom indique d'ailleurs aussi clairement son programme messianique. Bar Kochba signifie fils de l'étoile. On avait vu avec Erika Eleniak que Maya, elle s'appelle Erika Maya Eleniak, elle renvoyait à Vénus, l'étoile du matin, et bien sûr on avait vu aussi qu'elle renvoyait aux abeilles, donc c'est lié avec l'abeille mérovingienne, donc, puisque le royaume mérovingien a été infiltré par des crypto-juifs, je l'ai démontré par le passé, et c'est lié également à Samson et l'histoire de Samson et des abeilles. Et on voit que dans le calendrier des Mayas, il y a 13 mois de l'abeille. Est-ce que ça renverrait au film de Devil Eyes, où Sharon Tate elle joue le rôle d'une sorcière, qui, le nom en français, s'intitule, le titre en français n'est autre que Les 13 mystérieux, ou Les 13 mystères. Est-ce qu'il ferait allusion à ces 13 fameux mois? Je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a un lien entre la lignée de David. On a trouvé un lien entre la lignée de David et Erika Eleniak par l'intermédiaire d'Adrien, sous l'ère duquel il y a une rébellion d'un descendant de David, fils de l'étoile, Bar Kochba,
Et il fait allusion à « Je suis la racine et le descendant de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin ». Donc allusion à Sharon Tate, à Erika Eleniak. Et d'ailleurs, on m'a envoyé récemment un lien où il y a une abeille qui s'appelle Aurora et qui dénonce, soi-disant, qui dévoile les, un certain Branco que je ne connais pas, j'entends pas, je ne le connais pas, qui dévoilerait certains secrets du pouvoir Macron. Bien sûr, c'est un homme de paille, c'est un gros fantôme. Ici, on vient d'en donner la preuve à travers le choix de son site. Et bien voilà pour le lien entre Erika Eleniak et la naissance de David. Et je ne vais pas m'en arrêter là, puisque Adrien, de façon subliminale, il représente aussi il, un autre grand événement historique, il incarne un autre grand événement historique, donc dont il est l'initiateur, et qui est le mur d'Adrien. Où est-ce qu'il a été érigé ce mur d'Adrien? Eh bien, il a été érigé en Écosse, et peut-être que le message est de me dire qu'avec les légions romaines, on a l'implantation des premiers tribus crypto-juives en Écosse. Et il est possible que le phénomène vienne plus tard. Donc ces éléments ils sont entre les mains peut-être des historiens, mais aussi de l'élite financière. En tout cas, ce n'est pas Wikipédia qui vous donne les éléments sur la chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fameux Romains, ils étaient confrontés à des tribus dites autochtones, mais il faudra parier que ce n'est pas le cas. Il y a notamment la Calédonie, qui est l'ancien nom de l'Écosse. Eh bien, ici, la Calédonie, elle est liée à Adrien. Donc ici, il y a une piste de recherche à laquelle je renvoie éventuellement. Et il y a les Pictes, donc ils sont liés à Pictland, et dans lesquels ils se font les autochtones donc de Calédonie. Ils ont commencé à former ce qui deviendra le peuple écossais, et que l'on nommera les Scots. Ici, je pense qu'on a aussi une grande piste de recherche, mais ça, ce n'est pas de mon domaine, je ne fais que poser des jalons. Et il y a aussi ce qu'on appelle Alba, qui est le nom gallois et breton de l'Écosse. Il est possible que le nom Alba, donc dans le royaume il désigne le royaume des Pictes et des Scots, donc une partie de l'Écosse. Et il est possible que leur nom, à l'origine, provienne de l'Albanie, Alba, Albanie, donc l'Albanie du Caucase, et il signifierait blanc. Donc c'est une racine indo-européenne que l'on trouve dans le grec, qui signifie blanc. Et le vieux allemand Albise signe. Donc ici, tout à l'heure, on a vu un terme, on a vu une allusion au signe, avec une certaine Berthe et Béatrice de Clerval. Et donc, ici, il s'agirait certainement, et bien sûr, ce n'est pas Wikipédia qui nous le dira, il s'agit certainement d'une émigration de tribus juives ashkénazes d'Europe centrale qui se sont installées en Écosse et qui ont pris les commandes d'Écosse et qui ensuite ont également pris les commandes de l'île de Man. D'ailleurs, Robert Bruce est lié à l'île de Man, et l'île de Man est bien sûr est le centre du pouvoir invisible dont j'ai parlé récemment. Voici pour ce point, et la boucle est bouclée. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que Guillaume, c'est William, bien sûr, je vais le citer, et William, c'est Bill. Et fait intéressant, donc il serait bien de savoir si Guillaume le Conquérant a eu un frère qui est mort par empoisonnement. Ce n'est pas ce que j'ai dans sa biographie en tout cas. Et il est intéressant que son sépulcre et celui de sa femme Mathilde, eh bien, ils ont été dépouillés par les protestants au XVIe siècle. Et il y a une histoire autour de ce thème, même lointain, dans Kill Bill 2.
Voilà pour l'anecdote. Alors, je viens de faire une découverte qui sort de l'entendement, donc je crois que je vais laisser tomber cette piste. Je vais m'en tenir à Bruce Lee et à Mohamed Ali, parce que c'est trop incroyable. J'avais flairé que Marie-Elisabeth Winstead, j'avais flairé, bon, qu'elle fasse partie de la période anglaise, ça c'est sûr. J'ai fortement suggéré qu'elle était sino-américaine et qu'elle faisait partie de la période anglaise et qu'elle était fortement liée à Bruce Lee et qu'il y avait un lien avec les 55 jours de Pékin. Eh bien, ça n'a pas loupé avec la découverte que j'ai faite et qui sort de l'entendement. Mais je vais pas creuser ici parce que c'est vraiment incroyable. La- cette actrice, en sachant qu'elle est très mystérieuse, il y a très peu d'informations sur elle, mais on cherche vraiment à la mettre en avant. Elle est ce qu'on appelle une Scream Queen. C'est quoi une Scream Queen? Ce sont maintenant vulgairement les actrices qui jouent dans les films d'horreur. Mais vous avez remarqué le terme Queen. Et ils appellent ça Reine du hurlement. Est une actrice incarnant le stéréotype de la jeune femme victime de l'adversaire dans un film généralement d'horreur. Si Fay Frey est considérée par les spécialistes, tenez-vous bien, comme la première Scream Queen pour son rôle dans King Kong en 1933. Jamie Lee L2E Curtis a totalement renouvelé l'emploi dans La Nuit des Masques. Incroyable. Donc on nous parle des grandes euh, Scream Queen, il y a Linnea Quigley. Donc on suppose que toutes ces femmes, elles sont liées à la période anglaise. Donc là, avec la première Five Ray, bien sûr, on sait très peu de choses sur son, euh, sur son pédigré, c'est normal. Et cette femme, elle est liée à un personnage étrange. Elle est liée à Rowland Lee. C'est incroyable, hein? Rowland Lee. Bon, bien sûr, c'est un crypto-juif, certainement lié à la période anglaise. Il est né le 6 septembre 1891. C'est un réalisateur, acteur, scénariste et producteur. Et en tant qu'acteur, il est crédité sous le nom de Rowland Lee. Donc on voit bien que c'est un pseudonyme. Enfant comédien là-haut, il fait ses études. Après 2 camps de combat en France, il a fait la guerre en France. Dans la période muette, Lee dirige des stars dans des productions prestigieuses. Tout au long de sa carrière, Lee a été considéré comme un cinéaste d'inspiration européenne, tant dans sa veine britannique que d'Europe centrale. Donc c'est un Ashkénaze. Dans la seconde veine, il a tourné son chef-d'œuvre. C'est quoi son chef-d'œuvre? En 1933, l'année de King Kong. Révolte au zoo, qui offre à Loretta Young une de ses plus belles apparitions. Amateur d'actrice, Lee dirige aussi Faille Vrai à ses débuts, comme Constance Bennett et Maria Astor. Il dirige également le jeune Gary Cooper à 3 reprises, Domesday. Bon, on pourrait décortiquer tout ça, mais je ne vais pas le faire, hein. Et lit cinéaste allie action et sentiment, puissant aussi des sujets chez, puisant aussi ces sujets chez Edmund Golding et Vicky Baum. Donc apparemment ce sont des fantômes. En 1935, il achète un terrain de 214 acres dans la vallée de San Fernando. Vallée de San Fernando, ça fait allusion à qui? Sharon Tate. Qu'il baptise Farm Lake Ranch. Et peut-être que monsieur Land, je dis ça comme ça, dans le jeu de la mort, peut-être que ça fait allusion à lui, hein. Mais reste connu comme le Rowland Lee Ranch. Ce terrain servi pour tourner de nombreux films en raison sur des cœurs sauvages. Et parmi les films, Le Fils des Mousquetaires. Et Le Fils des Mousquetaires, c'est lié à Sharon Tate, puisqu'elle a joué dans Les Trois Mousquetaires. Et d'ailleurs, l'illusion est faite dans, dans Django Unchained, lorsqu'il parle, Schultz s'adresse, Monsieur King, il s'appelle King, hein, il s'adresse à Candy, et sa terre, elle s'appelle Candyland. Candy, c'est une illusion au frelon vert. C'est le lieu de la cachette de Kato et du frelon vert. Ça s'appelle Candy. Et donc, il lui dit, il lui parle de mousquetaire, l'un des noirs
pardon, de D'Artagnan l'un des Noirs qui a été dévoré par les chiens, et lui dit, souvenez-vous qui c'est qui a écrit Les Trois Mousquetaires? C'est Alexandre Dumas. Donc allusion à Sharon Tate. Donc il a fait, parmi les nombreux gens qu'il a dirigé, comédie policière féminin, Liliane Harvey en 33. Ce film d'horreur à petit budget en partie masqué par les atmosphères sombres, Le fils de Frankenstein, un gros ici, signal. Il a fait des films à suspense passant d'Agatha Christie à Sax Romor, gros signal. Le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, gros signal. Euh, il a fait Capitaine Kidd. Euh, eh bien, il a fait des films avec Randolph Scott, qui est certainement le père de George Scott. Scott, c'est lié j'allais le dire pour George Scott, c'est lié à la pérille écossaise, c'est incroyable. Donc c'est lié à Bruce, Robert, Charles Lawton, et le dernier en date, c'est qui? Donc il y a Gilbert Roland, et qui? Et John Carradine, le père de David Carradine. Là, vraiment incroyable. Avait un potentiel premier ordre encore entravé par son faible budget, comme sa version de Les Trois Mousquetaires en 1935. Lee a également œuvré pour comme producteur. Nanana, et, en 59, il a fait le Peplum Simon le Pêcheur. Et il a fait son retour en 59 pour le Peplum Simon le Pêcheur, dernier film de Frank Borzaz, évincé par Ben Hur, sorti la même année et au budget largement supérieur. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais parmi les Scream Queen célèbres, il y a Jamie Lee Curtis. Encore une découverte sur Bruce Lee. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Forcément, il est en train de se passer quelque chose qui échappe à beaucoup de gens, qui nous échappe à tous, ou en tout cas à énormément de gens. Donc ici, c'est un film, une affaire de détails, mais si on dit le diable est dans les détails. Le réalisateur, il s'appelle John Lee Hancock. Donc lui, c'est un gros fantôme. Il a fait un film sur McDonald's. Donc il a fait un film sur Ranch King, en sachant que l'un des plats, il faut savoir que l'un des menus de McDonald's, l'autre j'en ai pas parlé dans la vidéo, l'un des menus de McDonald's, c'est Ranch King. L'un des menus de, ça aussi je n'avais pas parlé dans la vidéo, l'un des menus de Burger King, c'est Ranch King. C'est pour dire que la source elle est unique, donc elle vient des propriétaires de Ranch King. Et il a fait un film sur Walt Disney, donc c'est un gros fantôme. Mais le fait est que ce fantôme il s'appelle John Lee Hancock, donc il est lié à la période anglaise. Dedans, il y a des allusions à Bruce Lee. Encore, je les ai pas toutes recensées. Une notamment à sa sœur Agnès, un hôtel qui s'appelle Agnès. Il y a un numéro 55, je sais pas du tout à quoi il fait allusion, parce qu'il revient de façon récurrente, il vient dans Le Frelon Vert. Je me demande s'il fait pas allusion aux 55 jours de Pékin. Donc il est possible que Bruce Lee y a ce film, ou que ce soit Agnès qui a ce film. Donc pour moi c'est un mystère. Dedans il y a une chanson Tell It Like It Is, donc qui avait été chantée par Don Johnson, qui joue un propriétaire terrien dans Django. Donc il est probablement probablement, c'est même sûr qu'il est lié à la période anglaise. Et les auteurs de cette chanson de Rhythm and Blues ne sont autres que George Davis, et l'autre c'est qui? Lee Diamond. Lee Diamond. Cette chanson avait été reprise par Billy Joe Royal. Billy Joe Royal. Donc Billy, allusion à Bruce Lee. Royal, on sait tous ce qu'il en est. Il y a une scène, on voit à la télévision Pat Morita, donc le fameux vieux là qui joue dans Karate Kid. Donc Karate Kid qui fait certainement allusion à Bruce Lee. Et on voit une image d'une série dans laquelle il a joué qui s'appelle O'Hara. Et pour corroborer mes propos, qui peut sembler farfelu, eh bien, on voit le visage de Brandon Lee. Dans ce film, il y a un acteur qui joue qui s'appelle Rami Saïd Malek. D'origine, c'est un copte égyptien. Donc, on voit ici Malek, roi.
Dedans, euh, Denzel Washington qui est lié à George Washington, donc il est lié à la période anglaise. Il lui dit, tu me remplaces, donc est-ce que tu me remplaces à la nomination des Oscars? Parce qu'il est, enfin, en tout cas, il a été nominé à la Golden. Il a eu un prix de Golden. Donc, quand tu as un prix, c'est un gros signal. Donc, c'est le meilleur acteur dans un second rôle dans le Golden Globes 2021. Ensuite, il dit qu'il a deux enfants, deux filles avec Masha. Donc, il dit que Masha avec lequel il est divorcé. Donc, allusion à Linda Lee, sa femme attitrée. Et donc, deux filles, Shannon et Erika Eleniak, et un fils, il l'appelle Tom, donc c'est allusion à Brandon. Et dedans, on apprend une chose mystérieuse. Il parle de lui-même, Denzel Washington, donc de façon subliminale, il représente Bruce Lee. Et il dit enfin, on dit de lui qu'il a eu une crise cardiaque, donc il est dépressif, il a eu une crise cardiaque, et après il est entré dans la clandestinité. En tout cas, il s'est retiré après sa crise cardiaque. Donc ce film suppose que Bruce Lee n'est pas mort en 73. Il y a une allusion, et j'avais fait ce lien, il pouvait penser farfelu, j'avais dit que le film Chinatown fait allusion à Bruce Lee, puisque Chinatown est le quartier où est né Bruce Lee à San Francisco, et ça n'a pas loupé, dans ce film il y a une allusion à Chinatown de Roman Polanski. Donc le film se passe à Los Angeles, ils sont sous un pont, il dit ici il n'y a pas d'eau, donc c'est une allusion flagrante à Chinatown, et voilà. Donc ce film nous dit en filigrane que Bruce Lee n'est pas mort en 73. Ah, il y a des illusions à l'affaire Manson. Il y a l'autre acteur, j'ai parlé de lui récemment, qui joue Satan, qui joue le diable de façon subliminale dans le nouveau Blade Runner. Euh, j'ai oublié son nom. Ah oui, Jared Leto. Jared Leto, j'avais dit qu'il avait repris Loco de Mountain, qui était en face de la maison de Sharon Tate. Et dedans, il s'appelle Albert Sparma. Bon, il faut voir Sparma, il faut voir le message plus là. Moi, je ramène juste des éléments comme ça. Dedans, il s'appelle le shérif adjoint Joe Deck Deacon, Denzel Washington. Je serais pas capable de tout, bien sûr, de tout décrypter, mais là, j'ai décrypté le principal.